Bonjour tout le monde, mon nom est Blaise Dubois, je suis physiothérapeute, conférencier et président fondateur de la Clinique du coureur. Alors on est aujourd'hui juste avant le débat sur la technique de course qui va avoir lieu dans un instant, qui réunit différents débatteurs, j'ai bien hâte. Et dans ce débat, en fin de compte, on a peu de temps parce qu'on est plusieurs à intervenir. Et donc j'ai décidé de vous donner quelque chose d'un peu plus consistant. Et si jamais vous n'avez pas encore assisté au débat, sachez qu'il est possible d'y assister en web diffusion, donc de vous inscrire via notre site web et d'écouter le débat en différé. Alors, il existe actuellement une panoplie d'écoles sur la technique de course, des écoles qui vous proposent des recettes, des gourous qui vous dictent le bon du mauvais, le juste du faux, des livres en panoplie qui vous exposent les corrections à faire, tout cela avec deux objectifs principaux. Le premier, améliorer les performances. Le deuxième, réduire le risque de blessure. Quand on parle de performance, on parle d'améliorer l'économie de course par une meilleure efficacité biomécanique. Quand on parle de réduire les blessures, on parle souvent de réduction des forces d'impact et aussi du bon alignement du cadran inférieur au niveau des jambes et du membre inférieur. C'est quand même intéressant de savoir qu'on est passé par la promotion des attaques talons. Maintenant, on parle beaucoup plus de l'attaque sur l'avant-pied. On a une grosse mode autour du contrôle de la pronation. On parle beaucoup plus maintenant d'un genou bien aligné. On ne sait pas toujours si, et là on a différents débatteurs sur différents sujets, mais est-ce que le tronc doit être bien droit ou plutôt penché vers l'avant? La cadence de 180, qu'est-ce que ça vaut? Certains préconisent de juste courir et à force de courir, on va affiner notre biomécanique, ce qui n'est pas tout faux, ou de faire des éducatifs, des gammes. Le mot très à la mode actuellement, courir naturel. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et le plus populaire de tous, Form Before Footwear. Ne vous préoccupez pas des grosses chaussures que vous avez dans les pieds, que vous avez achetées à haut prix et qui, je vous le dis tout de suite, est la cause principale de l'altération de vos biomécaniques de course chez le coureur récréatif, mais apprenez à bien courir. On va un petit peu élaborer sur ce sujet tout à l'heure. On a apporté pour l'exercice notre détecteur de science. Donc, dans notre détecteur de science, on va passer différentes techniques qu'on va explorer et on va sortir les évidences de haute, moyenne et faible qualité sur le sujet pour déterminer quelle est la tendance des évidences. On va donner aussi notre niveau de confiance en ces évidences parce que toute science n'est pas de même qualité. Alors, on a d'abord de la science de bonne qualité, on a de la science qu'on appelle de la science molle, on a de la littérature avec un haut risque de biais associé, on a des études qui ont une moins bonne cohérence théorique dans ce qu'elles proposent, donc notre niveau de confiance par rapport à cette tendance de l'évidence peut être aussi un peu différente. Et ensuite, tout ça a comme objectif de faire des recommandations. Des recommandations, en fait, pour les coureurs, pour les cliniciens, en fonction non pas seulement des évidences, mais aussi en fonction de l'applicabilité clinique de ces évidences, le ratio risque-bénéfice de chacune de ces changements que l'on veut faire chez le coureur, et tout ça aussi pour différentes populations, les débutants, les expérimentés, les blessés, ceux qui veulent performer, etc. Donc, on commence tout de suite avec la fameuse dynamique du pied, la fameuse pronation, supination versus les blessures. Intéressant, il y a deux revues systématiques qui ont été publiées très récemment, Dowling et Neal, qui sont le même groupe de chercheurs, qui ont essayé d'identifier le lien entre la fameuse pronation, la posture du pied et les pathologies de l'appareil locomoteur pour trouver qu'il y avait une évidence que la pronation était associée au risque de blessure, mais dans des mesures avec une force de preuve très faible. On a critiqué ces études-là sur notre blog, donc vous pouvez retrouver toute la critique des échanges avec les auteurs. Je vous avoue que mon niveau de confiance est relativement faible par rapport à ces trouvailles. On est dans des évidences qui sont très fragiles, qui sont, avec l'intégration de quelques petites études, pourraient être totalement changées pour il n'y a pas d'évidence. Donc, de façon générale, j'oserais vous dire que nos recommandations pour les débutants et les expérimentés, c'est de ne pas se préoccuper de cette fameuse pronation. La pronation, pour moi, a un lien avec les pathologies si elle est nouvelle, si elle est récente. Et par contre, il y a des évidences qui supportent que
Si on amène un support pour les pathologies du pied sur du court terme, on supporte le pied, même avec un devis externe comme l'orthèse plantaire, on peut avoir du succès clinique sur du court terme. Donc, dans les cas de blessure, on va quand même faire quelque chose pour cette fameuse soi-disant pronation. Beaucoup plus à la mode actuellement au niveau de la recherche, c'est la fameuse dynamique du genou, le vecteur valgus dynamique, les faiblesses des fessiers en lien avec les blessures. Quelques études intéressantes. Je vais vous citer l'étude de Papas 2012, une revue systématique, 7 études prospectives incluses sur le syndrome fémoro-patellaire, les mesures anthropométriques, l'anatomie, la manière dont on est fait, et aussi les dynamiques de vecteur valgus du genou ne semblent pas en lien avec les syndromes fémoro-patellaires, c'est-à-dire pas causal, puisqu'on est dans les études prospectives, même si une panoplie d'autres études ont montré des corrélations entre les deux. Même chose avec la force au niveau des fessiers. 3 études prospectives incluses dans la revue systématique de Ratliff pour le syndrome fémoro-patellaire qui montrent que les faiblesses ne sont pas prédicteurs, c'est-à-dire ne sont pas la cause des syndromes fémoro-patellaires. À peu près la même résultante avec le IT band et la cinématique au niveau membre inférieur. 29 études dans l'étude de Loud incluse, mais 2 prospectives qui sont, entre autres, il y en a 3 que je vous nomme ici, mais Amil, Noren et, pour le syndrome fémoro-patellaire et Noren pour la bandelette iliotibiale, qui sont 3 études, en fin de compte, qui sont basées sur la même population, 400 sujets qu'ils ont suivis pendant 2 ans pour essayer de déterminer s'il y avait un lien avec les pathologies et qui montrent des effets, je dirais, relativement faibles qui, quand on les mélange aux autres études, ne nous montrent pas de lien causal. Donc, nos recommandations par rapport à ça vont être à peu près similaires, c'est-à-dire ne pas se préoccuper de notre fameux vecteur valgus dynamique ou sinon faire des exercices de renforcement, des exercices de contrôle. On se questionne actuellement si ça a vraiment une valeur de faire des exercices de contrôle et de gait, de contrôle en dehors de la dynamique de course parce que, en fin de compte, il semble que ça ne soit pas tellement transférable selon 4 études sur le sujet. Par contre, faire du gait retraining, faire, exemple, augmenter la cadence pour changer les cinématiques, sont des choses qu'on peut faire directement dans la dynamique de course et qui semblent fonctionner. Si vous êtes blessé, faire des exercices de renforcement, de contrôle et la rééducation de la dynamique de course semble quelque chose de très intéressant. La force d'impact et les blessures. Une revue systématique, 3 revues prospectives, quelques autres études sur le sujet. Alors, je serai assez bref. Balsen montrait qu'il n'y avait aucun lien et même un lien inverse entre la force d'impact et les blessures, c'est-à-dire ceux qui avaient plus de force d'impact se blessaient moins. Bredeweg a montré, par contre, que ceux qui avaient moins de vitesse de force d'impact, le fameux vertical loading rate, se blessaient moins. Suivi sur 9 semaines, l'ensemble des pathologies, mais significatif que chez les hommes et non pas chez les femmes. Davis, en 2010, non publié, mais 242 sujets suivis pendant 2 ans montraient une diminution, moins de blessures chez ceux qui avaient un vertical loading rate, une vitesse de force d'impact moindre. Donc, on a quand même une tendance de la science vers le fait que moins de force d'impact serait préférable. L'étude de Zadpour a intégré 13 études rétrospectives sur les fractures de stress de façon globale. Et en fin de compte, c'est beaucoup les fractures de stress tibiales qu'on tiré du côté du positif. Encore une fois, des études donc de corrélation et non pas d'effet de causalité, mais montrant que ceux qui ont moins de force d'impact se blessent moins. Nos recommandations, donc, pour le débutant, intégrer de bons comportements de modération d'impact dès le début, en courant, faisant moins de bruit. Si, par contre, vous êtes un expérimenté, ne changez pas vos habitudes. Si vous n'êtes pas blessé, si vous avez des forces d'impact importantes, peut-être que vous y êtes maintenant bien habitué. Ceux qui se posent la question, est-ce qu'on peut réduire les forces d'impact par l'apprentissage moteur, oui, c'est possible. 5 études sur le sujet qui montrent qu'on arrive par différentes interventions et par le simple fait de vouloir faire moins de bruit, réduire les vitesses de force d'impact. Je fais une autre parenthèse. L'ensemble de ces études prospectives et même la revue systématique ne montrent pas de corrélation entre la quantité de force d'impact, mais bien une corrélation ou un effet de causalité entre la vitesse de la force d'impact.
Donc, deux choses totalement différentes. Ce n'est pas parce qu'on est lourd qu'on va plus se blesser, même si on a une force d'impact totale qui est plus importante, mais c'est la vitesse à laquelle on applique cette force d'impact qui est donc directement reliée à la technique de course. L'attaque du pied au sol versus les blessures. Pas de la science très solide. Quelques études qui montrent une tendance vers ceux qui seraient mi-pied ou avant-pied se blesseraient moins. Une étude toute récente publiée montre aussi qu'entre les différentes attaques de talons, les attaqueurs talons importants ont des forces d'impact plus importantes et qu'il y a une corrélation entre l'angle pied-sol et la force d'impact. Donc, plus on approche de la mi-pied, plus l'attaque talon est moins prononcée au niveau angle pied-sol, plus les forces d'impact vont être diminuées. Nos recommandations donc, minimiser l'attaque talon pour avoir de meilleurs comportements de modération d'impact pour le débutant et pour l'expérimenter, changer seulement si vous avez des blessures à la jambe antérieure, au genou, à l'hanche et au dos, parce qu'on sait que les attaques avant-pied vont réduire le stress sur ces structures, et qu'en plus, vous ne répondez pas adéquatement à plus de cadence, moins de bruit et moins de chaussures, qui, ces trois interventions, vont déjà réduire de façon importante votre attaque talon. Donc, souvent, on n'a pas besoin de dicter au patient de changer son attaque de pied au sol, mais on va simplement faire des interventions indirectes et inconscientes, qui est, par exemple, aller vers moins de chaussures et induire des bons comportements de modération d'impact de façon indirecte et inconsciente. Quand on parle de performance, c'est quand même intriguant de savoir que quand on regarde les compétitions, plus on va vers l'avant du peloton, plus il y a d'attaqueurs mi-pied avant-pied. Et c'est vrai pour le demi-marathon, le 800 mètres, le 1500 mètres et même l'ultra-trail. Par contre, quand on fait des interventions chez des individus qui attaquent du talon et qu'on essaie de les amener vers l'attaque avant-pied, on n'arrive pas à améliorer leur performance, le running economy ou leur consommation d'oxygène, on n'arrive pas à le diminuer. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a, au niveau performance, toute une variabilité de possibilités qui semble être efficace. On a les attaqueurs talons légers, proprioceptifs, sensitives, vers jusqu'à l'avant-pied, qui sont toute la gamme des manières de courir qui peuvent être performantes. Nos recommandations, donc, vont être quand même pour le débutant d'avoir une tendance médio-pied, même si un talon léger, ce n'est pas dramatique. Si on ne parle que de performance. Encore une fois, induite par des comportements indirects comme la cadence, le bruit et la chaussure, et non pas de façon volontaire, à moins que ça soit nécessaire que les autres ne sont pas suffisants. Pour l'expérimenter, on va leur dire de ne pas faire de changements volontaires et de beaucoup plus faire des éducatifs, comme la corde à sauter, genoux hauts, des drills, ce que les Français appellent des gammes, pour pouvoir développer un peu plus de dynamisme au sol et d'efficacité. Quand on parle de cadence, c'est intéressant de savoir que les coureurs récréatifs, chaussés de chaussures traditionnelles, ont des cadences de 155 pas par minute. On a observé pendant quelques années à la clinique ces cadences moyennes chez les coureurs récréatifs qu'on a répertoriées, mais plusieurs études amènent les mêmes résultats. Quand on parle de population pieds nus, on parle d'à peu près 180 pas par minute. Quand on parle de personnes habituées au minimalisme, on parle de plus de 170 pas par minute. L'autre chose qui est intéressante, c'est que si vous enlevez vos chaussures et que vous êtes un traditionnel, un récréatif habitué au traditionnel et que vous enlevez vos chaussures, vous allez augmenter votre cadence de pas de 10 à 15 en moyenne. Quand on parle de cadence et de performance, c'est très intéressant de savoir qu'à peu près à tous les niveaux, on a des cadences en performance qui sont autour de 180, plus ou moins 10. Alors, on a une étude non publiée, mais intéressante, de Larson en 2012, qui a regardé les meilleurs Américains sur 5000 mètres, hommes et femmes, et la cadence moyenne était de 190 à 200. Gerlach, des personnes qui faisaient du 5 km, des coureurs expérimentés, en performance, moyenne de cadence 182. Padulo, des marathoniens expérimentés, 18 sujets, 177 de cadence. Konoboy, en 2006, 151 sujets, des marathoniens expérimentés et vétérans, 175 de moyenne chez l'homme, 180 chez la femme.
Et après ça, quand on regarde les athlètes de haut niveau à vitesse de jogging, leur cadence est presque toujours au-dessus de 170 pas par minute, même quand ils sont à basse vitesse. On a l'étude de Hunter, l'étude de Targurara, Snyder et une aussi très intéressante de Ruyter, qui en fin de compte regardait les fréquences de pas, en fin de compte les cadences optimales versus librement choisies, pour trouver que les cadences librement choisies étaient souvent en dessous des cadences optimales, autant chez le récréatif que chez les athlètes. Et chez les récréatifs comme chez les athlètes, on avait des cadences optimales qui étaient de 170 à 174. Bref, on a quand même une panoplie d'évidences qui nous montre ça. Et comme je vous ai dit, il y a 4 études qui montrent que les cadences optimales sont plus élevées que la cadence librement choisie chez bon nombre de coureurs. Quand on parle de cadence et de blessure, alors là, c'est unanime et tout du même côté. L'augmentation de la cadence du pas de course de plus 5 %, plus 10, plus 15, plus 20 a toujours à peu près le même effet. On va vers moins de pathologies de genoux. On arrive à traiter donc des pathologies de genoux avec ça. On réduit les vitesses de force d'impact. On réduit les charges sur le membre inférieur, sur le genou, sur la hanche, sur le pied, sur le fascia plantaire. On réduit les courbatures, les dommages musculaires. Bref, en augmentant la cadence, on réduit une panoplie de facteurs associés aux pathologies. Je suis donc très confiant de recommander aux débutants de courir avec une cadence qui est de 180 pas, plus ou moins 10, approximatif. Bien évidemment, quand on augmente la vitesse de course, c'est-à-dire que vous courez, exemple, on prend les athlètes de haut niveau, quand ils courent à 5-6 minutes le kilomètre pour un petit jog, ils vont être autour de 170 pas par minute. Quand ils sont à 3 minutes le kilomètre qui font de la performance, ils vont être, par exemple, à 185 pas par minute. On a une variation, une augmentation de la cadence en fonction de la vitesse, mais qui est très faible, qui est très minime. Contrairement à la longueur de leur pas, qui va augmenter, elle, de 80 % de leur longueur de pas initiale, la cadence va augmenter de 5, 10, parfois maximum 15 %. Pour l'expérimenter, on va recommander d'augmenter la cadence du pas de course s'il se retrouve naturellement en dessous de 160 pour le rôle sur la blessure et potentiellement aussi sur la performance. Pour les blessés, augmenter la cadence est certainement une intervention clé pour cette clientèle. Les chaussures maintenant. Les personnes habituées aux chaussures pieds nus, on a l'étude de Rivniak et de Altman. L'incidence des blessures est extrêmement faible. Les personnes qui sont habituées aussi au minimalisme, l'étude de Goss, l'étude de Meyer, l'incidence des blessures est relativement faible aussi, plus que dans les chaussures traditionnelles. On pense, on fait l'hypothèse et je suis très à l'aise de vous dire ça, les personnes qui sont habituées aux chaussures minimalistes se blessent moins que les personnes habituées aux chaussures traditionnelles maximalistes. Quand on parle de technologie dans la chaussure, il y a l'étude de Thiessen qui a montré aucune différence entre une semelle plus molle versus une semelle plus dure. Il y a les études de Knapik, 3 études quasi randomisées avec 7213 sujets qui montrent, avec des suivis de 6 à 9 semaines, que les blessures au membre inférieur, de façon générale, étaient identiques, peu importe qu'on sélectionnait ou pas la chaussure en fonction du type de pied. Avec une petite tendance même, mais non significative statistiquement, que ceux qui portaient des chaussures avec motion control, antipronateur, se blessaient plus. Ryan a fait à peu près la même étude et il semblait aussi que les résultats étaient même inverses à ce qui était escompté, donc même une petite tendance négative de la technologie par rapport à la prévention des blessures. Par contre, ceux qui sont habitués aux chaussures traditionnelles, qui vont migrer vers des chaussures minimalistes, semblent plus se blesser. Ryan a fait une belle étude randomisée contrôlée. Ils ont trouvé pas, c'était non significatif quand on partait du maximaliste vers le five finger, mais les personnes du maximaliste traditionnel vers le Nike Free, qui est un semi-minimaliste, se blessaient davantage. Donc, et plein de petits case series, case studies qui ont été publiés justement sur le fait que la transition, lorsque fait trop rapide, augmentait le risque de se blesser. Donc, nos recommandations par rapport à la chaussure versus les blessures sont assez simples. Vous êtes un débutant, vous commencez avec une chaussure minimaliste.
avec un indice minimaliste de plus de 60 %. On n'est pas obligé d'aller vers le five finger qui a 100 % d'indice minimaliste. Pour les expérimenter, pas de changement si vous n'êtes pas blessé et si vous ne voulez pas améliorer vos performances. Par contre, si vous êtes blessé, la chaussure pourrait avoir des objectifs très précis pour réduire le stress sur certains tissus. La chaussure maximaliste traditionnelle va protéger le pied, ce qui peut être souhaitable pour une condition aiguë sur du court terme. La chaussure minimaliste va réduire le stress sur le jambier antérieur, le genou, la hanche et le dos, ce qui pourrait être souhaitable pour certaines pathologies à ces endroits du corps. Au niveau performance, 2 revues systématiques de Chung et de Fuller ont montré exactement les mêmes choses. Et il y a actuellement 33 études sur le sujet de la chaussure versus la performance. Plus vous êtes minimaliste, plus vous allez réduire le risque de... plus vous allez performer, moins vous allez consommer de l'oxygène. Et le facteur clé dans le mot minimalisme, c'est le poids de la chaussure. En fait, les études sont assez claires entre le pied nu et les chaussures qui sont plus de 7,7 onces, 220 grammes. Ils sont assez clairs entre les chaussures qui sont plus légères versus plus lourdes. Mais là où c'est un petit peu moins clair, c'est que quand on compare les chaussures légères qui sont moins de 7 onces versus le pied nu, on ne voit pas de différence significative. Et c'est peut-être en lien avec 2 petits facteurs qui ont aussi été démontrés par d'autres études. Une étude de Roy sur 13 sujets seulement, mais qui montre qu'un peu de rigidité semble être préférable pour la performance. Et je dis bien un peu, parce que dans son étude, en fin de compte, il montrait que trop, c'était plus coûteux en oxygène, pas du tout de rigidité, c'était aussi un peu plus coûteux et qu'il y avait comme un juste milieu. Au niveau de l'absorption, quelques études ont montré la même chose. Un peu d'absorption serait préférable pour certains sujets, mais tout de même une majorité, habitués bien évidemment aux chaussures, pour performer. Nos recommandations, donc, par rapport à ça, vont être assez simples. Vos chaussures doivent être le plus léger possible. Et selon les habitudes et la perception de confort, on va vous recommander de vous protéger de l'environnement avec un peu de chaussures, d'avoir une traction adéquate, d'avoir une légère absorption et un peu de rigidité. Je conclus cette conférence avec les recommandations claires que nous faisons à la Clinique du coureur pour le débutant. Débutez tout de suite avec une chaussure minimaliste de plus grand que 60 % d'indice minimaliste pour induire inconsciemment et de façon plus durable des bons comportements de modération d'impact. Une cadence de 180, plus ou moins 10, sans faire trop de bruit. Et un facteur clé aussi, courez souvent. Courez souvent parce que l'apprentissage, autant au niveau performance qu'au niveau prévention des blessures, l'apprentissage de ces gestuels que l'on répète est préférable que de s'entraîner beaucoup et peu souvent. Pour l'expérimenter, on va être très prudent de faire des changements de technique sur des habitudes bien installées. Donc, on va faire des changements si on est blessé, si on veut améliorer nos performances. Sinon, nos recommandations sont de changer le moins possible. Si vous êtes blessé, on va faire des changements autant sur la technique que sur la chaussure pour des effets beaucoup plus durables dans le temps, en fonction de la zone de la blessure. Donc, vous aurez compris que si vous avez une pathologie de pied aiguë, on va vous protéger avec une chaussure maximaliste sans vous amener sur l'avant-pied, sans nécessairement insister sur le moins de bruit, mais en augmentant la cadence du pas de course. Si par contre, vous avez des problèmes au niveau du genou, de la hanche, du dos, on va faire et la technique de course avec la cadence, le moins de bruit et aussi parler de moins de chaussures pour réduire ces comportements-là. Si vous voulez élaborer un petit peu plus autour de tout ce qu'on recommande au niveau de la chaussure, on a des posters sur le site web de la Clinique du coureur qui expliquent un peu nos recommandations précises de chaussures en fonction du type de pathologie. Au niveau de la performance, il est clair qu'il faudrait s'habituer à une chaussure plus minimaliste dans le sens de surtout plus légère. Le critère principal à considérer est la légèreté. Et on va aussi recommander une augmentation de la cadence des pas si vous faites moins de 160 pas par minute. Voilà, donc c'était les recommandations globales. Dans un instant, le débat va commencer. Donc, je vous invite à vous inscrire à la webdiffusion si ce n'est pas déjà fait. Et j'espère que vous avez apprécié, en fin de compte, l'ensemble de cette littérature, un peu lourde parfois, mais avec des recommandations pour les coureurs récréatifs qui sont relativement simples et très, très applicables. Merci beaucoup.